Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters qui est un peu spéciale puisque j'ai un invité. Bonjour. Par-dessus une invitée, donc celle qui est revenue spécialement pour ce bilan de 2016. Oui, donc on va passer 2016 en revue comme on l'a fait l'année dernière. Ouais, plus ou moins les mêmes catégories. Voilà, donc on va commencer avec les trucs visuels avant d'enchaîner pour les trucs musicaux. Donc, meilleure pochette de l'année. Celle de Zrin. Ah bon? Donc vous voyez, on est tellement bien préparé que je ne connaissais pas le nom du groupe, mais c'est parce que je l'ai très mal dit. C'est pas Zrin, mais Zrain. Oui, Donc, Zrain, voilà. avec le nom de l'album, donc Une heure Theta, Une heure Theta, quelque ouais. chose comme ça, on sait pas C'est trop. ça. Donc on voit cet épique mélange de dessins réalistes avec un sujet surréaliste. En plus, le fusain donne un aspect sombre et intemporel un peu à la Kittelsen. Donc si vous savez pas, vous avez Google, vous regardez Kittelsen, c'est pas de la merde. Un jeu de lumière et de texture très bien réalisé. En gros, ça fait rêver juste avec quelques nuances de gris. Là, vous savez vraiment bien. Le meilleur concept de l'année pour nous est celui d'Insomnium pour l'album The Winter's Gate. Donc d'une part parce qu'il est très bien écrit. Donc c'est écrit simplement en fait, ça ne fait pas des caisses, c'est pas de la grande littérature, mais c'est un côté très accrocheur. Du coup on prend plaisir à lire et à avancer dans l'histoire pour voir ce qui se passe. Donc les paragraphes sont écrits à la première personne et ça représente 3 personnages. Et c'est assez bien, il y a différents types d'écriture selon les personnages et c'est notamment bien représenté pour l'enfant. Il y a ce petit côté naïf et innocent que les enfants ont, donc c'est vraiment très bien fait. Au niveau de l'histoire, sans trop vous spoiler, eh bien, ça parle d'un Red Viking sur un village totalement désert et gorgé de richesses. Donc étrangement désert ce village, donc les Vikings se retrouvent là, ils sont très contents parce qu'il y a de l'or partout, mais après il y a un petit côté surnaturel, ouais, peut-être pas malsain, mais il y a surtout cette porte immense qui est scellée que les Vikings aimeraient ouvrir parce qu'ils pensent que de l'autre côté il y a des trésors encore plus impressionnants, extraordinaires que ceux qu'ils ont trouvés dans le village. Et donc du coup ça finit un peu avec un côté, ça tombe un peu dans la fantasy, dans le suspense, donc c'est vraiment très sympa. Et l'album est génial également. Et un autre concept album qui est cool, c'est celui de Dream Theater pour leur album The Astonishing. Voilà. T'es obligé de parler de Dream Theater, tu peux pas t'en empêcher. Non. Le meilleur interprète de l'année pour nous, c'est Steve Hogarth, le chanteur de Marillion. Donc Marillion qui a sorti un album qui s'appelle Fear. Je n'ai pas tout écouté. Ouais, le peu que j'ai écouté de toute façon, ça m'a totalement séduit. Je sais pas pourquoi je l'ai pas écouté entièrement cet album d'ailleurs. Tu te drogues. Ouais, parce que je suis pas drogué, c'est ça. Donc du coup Steve Hogarth, interprète de l'année, donc toujours un chant d'une magnifique subtilité, toujours aussi grandiose, extraordinaire. Mais il est un peu comme le vin en fait, plus les années passent, plus il est beau. Voilà. Vous apprécierez les commentaires. J'aime bien le vin. Voilà. Prochaine catégorie, le clip le plus moche de l'année. Jordlander, There's Something Going On. Déjà l'histoire, c'est Jordlander qui cherche sa copine qui est en train de le tromper. Et c'est nul en fait, quoi. Les acteurs sont mauvais, Jordlander fait des trucs random, du genre au lieu de chercher sa copine qui le trompe, il va se faire le con dans les bois, il est derrière un arbre, c'est n'importe quoi. Et c'est super frustrant en fait, parce que pendant tout le clip, il y a Jordlander qui marche comme ça, le mec tu sens il est chaud quoi, mais il la trouve jamais. Et pendant ce temps, les autres. Il la cherche dans la forêt alors qu'elle est à la maison. D'un côté, s'il a cherché dans des endroits probables, c'est clair. Donc voilà, puis même, comme je l'ai dit, les acteurs sont mauvais, t'as des scènes random, genre à un moment t'as le mec qui couche avec la copine de Jordan qui est comme ça, qui regarde la fille, et elle est allongée sur le lit, puis le gars il dit allez je vais refoutre une pétée et tout. C'est nul quoi, et en plus le pire c'est que je suis sûr que ça a été fait avec sérieux, et donc ça lui donne le côté... Il a mis des sentiments dedans, tu le vois, ouais. Il est traumatisé. Mais bon. Bah, du coup ça fait un bon nanar à regarder entre potes quoi. Un nanar traumatisant. Puis concernant le plus joli clip de l'année, On n'avait pas vraiment un clip où on s'est dit c'est vraiment un truc de fou, c'est le meilleur clip de l'année, mais j'ai bien aimé le clip de Anderson et Stoll, Knowing,
parce que je le trouve agréable à regarder, je le trouve en parfaite adéquation avec leur musique qui est un prog assez décousu, Oui. ouais, vraiment très décousu, très déconstruit. Et ça c'est bien, voilà, c'est mignon comme la musique, c'est en adéquation. Bon, toi t'aimes pas, toi tu m'avais dit Non, que... mais en fait, décousu c'est le terme. On dirait vraiment qu'ils sont allés sur internet, ils ont tapé Funny GIFs et ils ont pris les premiers 50 qu'ils ont trouvés sur Google. Ils les ont associés sur Adobe, ils ont dit ah, on a fait un clip. Il est trop bien le clip, et voilà. Il est mieux que celui de Jordan. C'est un peu la même drogue qu'ils prennent quand même, Irlandais. Mais bon, c'est vrai qu'au second degré, il est pas mal. Voilà. Mettez le meilleur clip dans les commentaires. Au revoir. Au revoir. Healing stars will set and covered, all in the trance of the Tremolon days. East and west are set to cover in light, southern dreams will dance forever. Healing stars will set and covered, all in the trance of the Tremolon days. As the vision standing out light, now in pictures sent to speak of time. Holding the level, this wanted to learn in the sign. Taking away some justice. Les meilleurs concerts de l'année maintenant, bon ben j'ai pas vu des concerts extraordinaires et vraiment marquants, donc il y a eu quand même des bons concerts, hein. Notamment celui d'Amorphis au Petit Bain à Paris. Donc déjà Amorphis avait sorti un excellent album, donc entre 7 albums, les albums précédents qui étaient très bons et la réputation d'Amorphis sur les pages, j'étais sûr que le concert allait être bien. En plus de cela, Tommy Johnson a été vraiment très en forme, à passer d'une extraordinaire facilité des chants clairs aux chants death. Donc ouais, vraiment un très très bon concert. Après, si le concert j'avais aimé, c'est parce que j'étais en très bonne compagnie avec des potes et qu'on a passé une très très bonne soirée. Tellement bonne d'ailleurs qu'on a failli pas rentrer au Petit Bain. Les vigiles, comme on était bourrés, ils ont dit non, non, vous rentrez pas, vous allez vous faire foutre le bordel et tout. Mais finalement, grâce à... Ton charisme sans limite. Second concert, Putain. Geoff Tate, l'ancien chanteur de Queen Reich. Alors là, je n'attendais pas grand chose de ce concert. C'était un peu une surprise, notamment parce qu'il passait au Voodoo Lounge, qui est une salle dublinoise qui a la réputation d'avoir un son pourri. Et là, la réputation. Pas que la réputation, malheureusement. La merde. Oui. Et du coup, le concert était très bon, le son était excellent. Geoff Tate était d'une humilité, mais vraiment surprenante. En fait, moi, je m'attendais à avoir une tête de con, tu sais, un mec qui a la grosse tête, en fait, comme Blackie Lawless. Oh, oui. Et pourtant, très très gentil, et puis avec une voix sublime. Et même si c'était un tour acoustique, écouter des classiques de Queen's Reich comme I Don't Believe in Love ou Walk in the Shadow, c'était vraiment bien. C'était vraiment un très très bon concert, je me suis régalé. Et le premier concert, le meilleur concert, c'est pas trop original, mais c'est une fois de plus Blind Guardian à Dublin. Il tournait avec Glory Hammer cette fois-ci. Et autant Glory Hammer, l'ambiance n'était pas tip top, autant Blind Guardian, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas joué à Dublin. Les gens les attendaient, donc il y avait une ambiance vraiment très très bonne, une setlist excellente avec que des tubes, et puis voilà, un groupe très bon aussi. Tu étais à ce concert, toi? T'étais bien parlé. D'accord. Bonjour. Alors, premièrement, je pense que tu l'as beaucoup aimé parce que t'étais bourré. Mais bon, c'est pas grave. Non, ça c'est pas vrai. T'étais bourré. Non, si, c'est vrai, Ça, c'était vrai. Si, j'étais bourré, mais en fait, c'est pas parce que j'étais bourré que je l'ai aimé. Même il y avait des mecs qui étaient pas bourrés qui m'ont dit il est bien. Bon, alors, ce que j'en pense. Je pense que c'était pas un concert de gros ouf malade. C'était cool. Je pense que je me serais peut-être attendu à plus et mieux et plus genre de la part de Blind Guardian. Cependant, ils ont joué des chansons que les gens vraiment attendaient, genre vraiment leur gros truc quoi. Et Bart Song, ouais, Imagination from the Other Side. parce que les gens ils perdent un petit peu le contact avec la c'est réalité. eux qui m'ont fait boire. Moi je suis arrivé, j'étais sobre. Et en fait, le truc, c'est que vu ces chansons, les gens sont devenus fous et c'était trop bien et l'ambiance était vraiment, vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça, je pense que c'était un concert de fou. Voilà. Alors, allez, donne-moi ça. ok. Alors, le sujet qui fâche maintenant. Non, ne mets pas les doigts dans la bière. Alors, le sujet qui fâche maintenant, puisque c'est la déception de l'année. Voilà. Alors en déception, j'ai hésité parce que malheureusement j'en avais pas qu'une. J'ai pas aimé l'album de Devin Townsend que je trouvais trop répétitif et j'ai juste adoré les morceaux qui sont sortis avant la sortie de l'album, c'est-à-dire Failure et Profile Light. Mais après le reste, je trouve ça redondant, j'ai du mal à rentrer dedans.
J'ai pas aimé, et ça le dernier Sabaton, Ah, bah, ça. parce que... Moi, c'est pareil, mais pour tous leurs albums. Et vraiment la déception de... Et donc la déception de l'année pour moi, eh bien, c'est l'album de Victor Smolski, Almanach Tsar. Donc voilà, en fait j'avais entendu les deux titres qui étaient sortis avant l'apparition de l'album, c'est-à-dire Tsar et Self-Guided Heights. Mais après l'album quand il est sorti, putain, mais on s'ennuie vraiment, c'est plat, c'est fade, c'est réellement sa saveur, et tout est tellement propre, calculé, aseptisé que ça... Mais il n'y a aucun feeling en fait. Alors bien sûr il y a ces making-of que Nuclear Blast nous a sortis avant que l'album soit dans les packs, où tu vois les mecs qui sont interviewés, tous les musiciens et tout. Parce qu'en plus il y a Andy P. Frank et David Redman que j'aime beaucoup, qui sont chanteurs sur cet album. Andy P. Frank c'est le chanteur de Brainstorm et de Saint Force, et l'autre c'était l'ancien chanteur d'Adagio et de Pink Cream 69. En bref, ils sont là, ils sont interviewés et ils disent oui, c'est le meilleur album auquel on a fait. Tu mentes! Ouais, non, mais les gars, ils sortent des mots, c'est limite si les gars ils disaient oui, j'avais un cancer, puis j'ai participé à cet album, et je suis guéri tellement c'est génial. Et les gars, ils en font tellement trop, ils vont à Barcelone enregistrer avec un orchestre symphonique, et là aussi, les mecs de l'orchestre ils sont là, ouais, on n'a jamais participé à un tel projet. Mais ça peut être pris en mode, ouais, on n'a jamais fait un tel projet, un truc aussi merdique, là, il y a des mecs avec des cheveux qui sont arrivés. T'es pas lavé. Mais pareil, ils ont enregistré dans le studio du gars d'Orden Hogan, et lui c'est pareil, il est interviewé, il dit ouais, j'ai jamais fait la production sur un album comme ça, nanana. Mais là c'est marrant, parce que lui, quand il en parle, il a un petit sourire en coin, donc à mon avis il doit penser putain c'est vraiment de la merde. Donc, ben voilà en fait, donc Almanach, ça c'est vraiment la déception de l'année. Et en fait je peux le comparer aux films Marvel et aux grosses productions hollywoodiennes. Quand on voit le trailer, on en prend plein les yeux, il y a quelques scènes sympas, on se dit putain il va être bien ce film. Et puis on va voir le film et on se rend compte qu'on a tout vu dans le trailer et on se fait chier du début à la fin. C'est pareil pour Tsar, on écoute les deux premiers titres qui sont sortis, ils sont bons, on se régale, et après l'album on s'emmerde quoi. Donc voilà, je suis très déçu. On entre donc dans les meilleurs albums par catégorie metal, donc première catégorie, le heavy, forcément. Donc cette année, pas d'album de heavy metal traditionnel pour cette catégorie, on va parler d'un groupe au son un peu atypique, Mirat, où quand le son du heavy metal traditionnel rencontre les orchestrations orientales. On aime les instruments orientaux, les variations de voix du chanteur typiques du chant oriental, les chœurs solennels qui ajoutent à l'ambiance épique, et pour couronner le tout, la puissance de l'album. Car Mirat arrive à ne pas troquer la puissance du heavy pour l'ambiance orientale. C'est lourd, c'est plein d'adrénaline, c'est vivant et plein de couleurs, et c'est trop bien. On aime moins les paroles un peu clichés. C'est vrai qu'ils auraient pu chanter tout le temps en turc comme ils le font sur une chanson, ça aurait ajouté de l'exotisme et ça nous aurait évité le cringe. Le meilleur album de thrash de l'année, pour moi, c'est celui de Sodom, Decision Day. Donc c'est du Sodom quoi. C'est génial comme chronique, non? Ouais. C'est Sodom, T'es 10 sur 10. décidé, Ah je me suis emmerdé. Hein. Non mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de trash américains cette année, notamment Death Angel, Testament, les classiques. Et ce que je retiens dans tout le trash que j'ai écouté, c'est l'album de Sodom qui est vraiment... Qui est du Sodom. Ouais voilà, c'est du Sodom, mais c'est con, mais c'est du pur trash teuton, super efficace, qui va droit au but, et j'aime bien quoi, les titres sont facilement mémorables, les refrains sont accrocheurs et chantants également. On a un très très bon album, une fois de plus. Alors pour nous, le meilleur album de prog, c'est The Invention of Knowledge d'Anderson et Stoll, dont on a déjà parlé pour le meilleur clip. Donc c'est un côté très vieux prog de par sa musique assez déstructurée, très complexe. Alors on passe bien sûr à Yes, et notamment Close to the Edge.
Et on y pense bien sûr à cause d'Anderson, mais aussi de par la complexité qui est propre à Yes. Et après c'est un côté très moderne, de par sa production et son son qui est une production très lisse dans le bon sens du terme, très claire et vraiment très subtile, j'ai trouvé. Ce que j'aime bien avec cet album aussi, c'est qu'on a l'impression d'entendre quelqu'un nous raconter une histoire. Alors quand je l'écoute, c'est comme si Anderson me racontait une histoire. Et autour de ces mots fleurissent notes, mélodies et puis toute la musique en fait. Donc je n'ai pas vu d'interview du groupe, je sais juste que l'album a été fait de façon très moderne une fois de plus parce que les Anderson et Stoltz ne se sont jamais rencontrés, ils ont fait tout ça par internet. Et ça ne m'étonnerait pas que tout soit parti du texte et des paroles. On a vraiment l'impression que les textes sont la colonne vertébrale de l'album. Et après, autour de ces paroles, a été créé et s'étoffe la musique. Et également, l'album est rempli de bonne humeur, vraiment, il est de positif rare, cet album, c'est exceptionnel. To it all. We are true, made in heaven, we are glorious. We are true, made in heaven, we are glorious. We are true. We are true, made in heaven, we are glorious. We are true. We are true, made in heaven. On enchaîne avec la catégorie Black, avec le groupe Harakiri for the Sky, du bon Black bien triste. Alors c'est un groupe relativement jeune puisqu'ils ont commencé en 2011, et déjà donc ils ont la classe. L'esthétisme du groupe est ce qu'il y a de plus marquant avec Harakiri for the Sky. C'est assez gracieux comme black metal, c'est pas très rapide, et c'est généralement plus triste et mélancolique que ça n'est satanique et méchant. Il y a du piano, genre pour de vrai, il y a des beaux et longs passages de piano romantique dans du black metal, donc c'est vachement bien. Et puis bon, il n'y a qu'à regarder la pochette pour comprendre que c'est pas exactement Mutilation. Attention, j'aime bien Mutilation, c'est très bien. Mais voilà, là on est dans un domaine totalement différent, donc on voit la pochette, c'est blanc, c'est très pur, il y a des formes oniriques, enfin voilà, ça a la classe. Même Achille, il s'est acheté un t-shirt pour prouver qu'il aimait tellement, même si c'est trop grand, il le porte, voilà. Je trouve que c'est grand, ta gueule. Donc voilà, c'est très beau, c'est très pur et ça a la grosse classe. Bon, maintenant c'est la partie Death. Non, Le meilleur album Death de l'année, c'est celui d'Asphyx, Incoming Death. Et dès le premier titre, Candiru, on comprend qu'on va en prendre plein la gueule du début jusqu'à la fin. Néanmoins, l'album est moins direct et moins in your face que le précédent album, Death Hammer, qui était vraiment d'une intensité incroyable, qui allait à 100 à l'heure du début jusqu'à la fin de l'album. Sur Incoming Death, on trouve plus de titres mid-tempo, plus de moments calmes, entre guillemets, voire des moments doom, comme notamment War Droid, où il y a un passage qui fait clairement passer à Candlemas. Mais bon, rassurez-vous, Asphyx fait toujours du death, le death qu'on aime bien, le death avec des riffs très simples, on est loin de la technique des groupes américains, ça reste simple et efficace. Catégorie inclassable, nous avons décidé de parler de Katatonia. Alors, comme d'habitude, les dépressifs suédois ont écrit des chansons sur la souffrance et les trucs tristes en général, résultant en un album ciselé contenant les harmonies inhabituelles propres au groupe. D'ailleurs, de temps en temps, ça sonne un petit peu oriental, je sais pas si c'est par accident ou pas, en tout cas c'est très bien. Et également donc les paroles dépressives et super bien écrites de Jonas Rexe sur les trucs tristes qui lui sont arrivés, voilà. Get back and focus again.
donc j'ai choisi de parler d'une nouvelle catégorie, l'album de la violence. Et pour cette catégorie, j'ai choisi Anna Nathwax, The Wall of the Love. Donc il faut savoir que j'ai découvert le groupe cette année, c'est donc ma découverte de 2016 également. Et comment on pourrait définir ce style? C'est du black grind symphonique. Donc c'est une musique effroyablement violente et complexe. En fait, j'ai jamais entendu quelque chose d'une telle violence. Ouais, c'est vachement intense en fait. C'est une cacophonie réfléchie, incroyable de précision et de rapidité, mais en fait, je sais pas. Moi je trouve que c'est de la violence, de l'ultra-violence vachement épique. Je vais sûrement dire de la merde, mais ça me rappelle, dans un autre style, ça me rappelle un peu Nile. Et cette violence qui vraiment te tombe dessus, et t'es un petit peu paralysé, t'es un peu choqué, mais en même temps c'est vachement impressionnant quoi. Après Nile, ils peuvent avoir des morceaux très, très intenses qui peuvent paraître étouffants aussi. Ouais. Mais le truc c'est que c'est tellement rapide et violent et ça arrête pas en la fois que c'est vachement, là aussi on peut le dire, c'est assez, et ça peut paraître étouffant. Et c'est marrant parce que sur le papier, ça pourrait ne pas marcher quand on passe d'un passage d'une violence, d'une intensité inouïe, avec du blast beat à fond et puis des chants écorchés, comme si le gars se faisait torturer pour de vrai. À la seconde d'après, on a des chœurs symphoniques grandioses avec des moments, j'allais dire aérés, mais pas forcément aérés, mais très glorieux et très épiques même. On pourrait se dire non, ça marche pas, et pourtant ça fonctionne. Ça marche super bien, ouais, moi ça m'a vraiment impressionné. J'ai écouté ça, j'étais oh, c'est chaud. Et bien voilà, c'était le top de l'année 2016, on espère, enfin le top, le best-of, on espère qu'il... Putain mais 7 là, c'est bon. Mais putain, t'as oublié de faire l'album de l'année. Non, ils s'en foutent, on le fait pas. Mais de quoi ils s'en foutent? Tu peux pas faire un top sans faire un album de C'est pas l'année. un top, c'est un best-of. Mais non, on a pas le temps, ça va durer 3 plombs, et je dois aller voir Sabaton. Il y a Sabaton encore. Mais on s'en fout de Sabaton, on va prendre 10 minutes pour faire l'album de l'année, on peut pas faire un top sans faire la fin. Non, je peux pas, mais non, on s'en fout. Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? Je t'invite, tu viens, tu fais tes lois. Time to break through. Your guns are soaring high. They are disarranging the surface on which we build our lives. Voilà, je voulais pas en parler parce que tu sais comment ils sont les gens. Ils vont dire ouais, tu pars d'Araki for the Sky, Anna Nathwax, et maintenant tu sais que t'es piqué un album de l'année, t'es pas trou, tu fais ça parce que la chanteuse est mignonne, nanana. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est... Puis bon, moi ça me saoule un peu ce genre de commentaires. Tu t'en fous. C'est vrai. Ouais. Et d'ailleurs, il faut dire que j'ai été le premier surpris d'aimer autant cet album que j'ai plus écouté par habitude que par amour du groupe. En fait, j'ai été très très fan d'Epica à une époque, puis je les ai un peu laissés tomber. Et il faut dire qu'Epica a toujours le même squelette d'album. Ça commence avec un titre symphonique, une intro symphonique plutôt. Puis la première chanson est en général quelque chose d'assez catchy avec un refrain qui est assez facilement mémorable, qui va bien fonctionner en live. Dans l'album, on a la balade avec les violons, le piano. Je fais bien le mec qui joue du piano, ça, avec une taille toute seule. Et à la fin de l'album, on a un pavé d'une dizaine de minutes. Donc, ouais, de ce côté-là, ça change pas. Mais la force d'Epica, c'est que toujours avec les mêmes recettes, ils arrivent à proposer du neuf, j'ai envie de dire, mais en tout cas des albums qui se différencient les uns des autres. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Très bien. Inventing, improving, creating existence, imprisoned, developing a misery. Nobody just
il y a de nombreux points positifs sur cet album. Tout d'abord, et comme d'habitude, j'adore la dualité entre les chants, entre le chant un peu opéra et lyrique de Simon Simon et le chant death de Mark Jansen. Il faut savoir que Mark Jansen était un gros fan de ce style de musique, de death. D'ailleurs, à un moment donné, il reprenait Crystal Mountain de death dans les concerts d'Epica, et c'était marrant de voir la tête de certains métalleux qui étaient là. Il y a également la beauté des arrangements symphoniques, et là, une fois de plus avec Epica, et c'est bien trop rare dans le métal, l'orchestre symphonique a vraiment un rôle très important dans la musique, et il n'est pas juste là pour pouvoir coller le sticker enregistré avec un orchestre symphonique sur le CD. Et du coup, la dualité dont je parlais entre les chants se retrouve également dans la musique, parce qu'on peut avoir des passages très symphoniques et assez mignons, on va dire, avec des passages qui sont totalement dans le death metal mélodique, ou voire dans le black avec des riffs très rapides et des blast beats. Et pourtant, ça marche bien. On aurait tendance à penser que tous ces mélanges avec le chant d'opéra de Simon et puis tout ce bordel, ça pourrait faire une musique qui... Enfin, un style qui marche pas, et au final ça marche très bien, ça a contribué à la renommée d'Epica, mais aussi à forger son style. Il y a également énormément de peaufinage et de travail au niveau du son et des arrangements et puis du mix de l'album, et on pourrait penser que comme pour Almanac, autant de travail et de lissage et de tout ça au niveau du son pourrait faire une musique totalement dénuée de sentiments et de feeling. Or il n'en est rien, il y a vraiment des passages qui m'ont fait avoir la chair de poule, comme notamment le sublime final de Once Upon a Nightmare. Et donc voilà, je suis une fois de plus le premier surpris à mettre Epica numéro 1 de mon top. Puis vous voyez, il y a des groupes assez variés et tout, donc c'est vraiment pas par facilité ou par simplicité que je mets Epica dans mon top, c'est vraiment un album qui m'a surpris, agréablement surpris, que j'ai beaucoup apprécié, que j'écoute toujours avec beaucoup de bonheur. Et ouais, ça fait plaisir. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a, tu cherches la mer. New windows. Allez, un petit coup de gueule pour finir. Donc c'est un coup de gueule que j'avais déjà passé à la radio, mais j'ai décidé de l'éteindre sur YouTube parce que j'en ai marre de tous ces mecs qui foutent des commentaires irrespectueux à l'égard d'Epica ou de tous les autres groupes à chanteuses d'ailleurs, chaque fois qu'un album sort. Et franchement, c'est vrai que sur les forums, sur les webzines ou quoi, ce genre de groupe ne peut pas sortir un album sans qu'il y ait des réflexions à la con, du genre ouais, Simone elle est bonne, ou du genre ouais, on va se rincer l'œil au concert, et encore je reste là assez cool parce qu'il y a des commentaires assez trash. Et c'est quelque chose qui m'a toujours gavé et qui me gavera toujours. Donc je sais pas d'où ça vient, si les mecs sont jaloux ou sont frustrés, mais le plus gavant dans tout ça, c'est que ces types passent leur journée à jouer les justiciers. Dès que tu sors une blague machiste, ils vont venir te faire des leçons et jouer les donneurs de morale en disant ouais, l'égalité, tu respectes pas la femme. Et après ça se permet de dire des saloperies pareilles, bordel. Et si les mecs sont jaloux ou frustrés, moi je sais que le métalleux est pauvre et que Brother c'est payant, mais bordel, Pornhub c'est gratuit, donc allez sur Pornhub, faites votre porc et puis évitez de venir balancer des commentaires irrespectueux dans des endroits où tu es censé parler de musique. Donc voilà pour l'album de l'année 2016, en ce qui me concerne bien sûr, donc Epica, un excellent, un majestueux album de métal symphonique, propre au style du groupe, et comme je l'ai dit, et vraiment... donnez sa chance à cet album, ne vous braquez pas parce que le public d'Epica est loin d'être le meilleur, on va dire, ou parce qu'ils sortent chez Nuclear Blast et qu'en général les productions de Nuclear Blast c'est assez aseptisé. Essayez-le cet album parce qu'après tout, ça marche pour moi, alors pourquoi pas sur vous. Certainement. Hein, voilà. Après moi j'avais envie de vous donner un top 10 de mes meilleurs albums, mais on va dire que Seth a posé le veto. Non. Ouais, ouais voilà. Ben, on va pas faire des vidéos d'une demi-heure à chaque fois qu'on fait des tops, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, pas de top 10. Voilà. Voilà, le best-of de 2016 est à présent terminé, donc merci Seth d'avoir voulu revenir. Merci à toi. C'était bien? Oui. Bon, il faut savoir que si vous voulez revoir Seth, allez sur YouTube.
elle fout rien, Regarde, mais elle y est, donc je fous occasionnellement. voilà, je mettrai un lien vers ces vidéos par là. Donc tu parles de musique sur YouTube. Je parle de musique en général, c'est vrai que mais je parle beaucoup de trucs dark, donc du post-punk, de l'industriel, des choses Bon, comme ça ça. pourrait intéresser certaines personnes. C'est en anglais, donc ça vous fera travailler un petit peu l'anglais, bande de feignants. Oui. Et je vous mettrai le lien par-ci par-là pour le best-of de 2015, de fois que vous ayez envie de vous remémorer ce qu'on avait choisi l'année dernière. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou pour le second podcast, je ne sais pas ce qui va sortir en premier. D'ici là, stay with us. Ouais, mais en fait c'était chiant parce que elle est pas. Déjà je voulais faire un top 10. Et le top 10 elle m'a dit non, mais non seulement elle m'a dit non, mais en plus elle m'a tapé. Elle m'a foutu un coup de poing comme ça. Elle est complètement tarée la fille. Donc c'est la dernière fois que je tourne avec. Parce qu'en plus elle est toujours en train de tout critiquer, Sabaton et tout. Donc c'est. Comment ça me saoule. Tu l'as le numéro de 7 là? Je peux appeler vite fait. Parce que tu sais, elle travaille, elle est ingénieure du son, donc elle passe la nuit à enregistrer des trucs et tout. Et je crois qu'elle dort là. Attends. Allô 7? Oui, c'est moi. Ça va? Je te dérange pas? Ah, tu dormais? Non, mais c'était juste pour faire écouter un truc. Peut-être que tu vas bien aimer. C'est une musique. Vas-y, écoute. T'aimes bien Sabaton? C'est le dernier. Il est bien, hein? Elle a raccroché. Elle a pas eu mot en plus, hein, franchement.